Comment tu expliques que quelqu'un comme Farhat Abbas, un légaliste connu, qui a toujours pensé l'Algérie plutôt pacifisme, légalisme, élection, se retrouve du côté des putschistes qui ont pris le pouvoir par la force. Comment tu expliques ce paradoxe? Tu l'as si bien qualifié de paradoxe au début. Oui, c'est un paradoxe. Oui. L'explication me semble nous oblige à remonter un peu en arrière. Le premier président du GPRA, c'est Abbas. Oui. Dans une conjoncture où on n'aurait jamais cru que c'était lui qui allait devenir le premier président. Pourquoi? Parce que il était connu que Abbas en 1954 était le président de l'UDMA, non des amis de l'Union du Manifeste. Et l'UDMA n'était pas pour le déclenchement de 1954, pas plus que le MTLD d'ailleurs. Aucun mouvement légaliste qui jouait la légalité institutionnelle gérée par les Français à l'époque n'était pour le déclenchement du 1er novembre. On n'en avait pas. Oui, oui. Abbas va rejoindre en 1956, après le congrès de la Souma, parce qu'il n'est pas convoqué au congrès de la Souma. Pourquoi? Parce que tout simplement, le 6 janvier 1956, Abbas a présidé Nadi Tarqi, le cercle du progrès à l'association de Ulama, une conférence qui a été donnée par un certain Albert Camus sur trêve pour les civils. Et dans cette conférence, que j'invite les gens à lire, elle est très importante, même si c'est Albert Camus très décrié, mais il faut le lire sans avoir à le condamner, sans l'avoir lu comme le font les imbéciles. Ça, je dis les choses et je prends des responsabilités. Donc, dans cette conférence, Camus dit « Tout n'est pas perdu. Il est encore possible de trouver des solutions. » Abbas préside, ça veut dire qu'il cautionne. Il n'y avait pas que Abbas. Il y avait Ammar Ouzgen, que nous allons retrouver par contre au congrès de la Soumam. Il va se passer des choses assez curieuses entre cette conférence d'appel à la trêve et le congrès de la Soumam. Abbas ne rejoint pas, apparemment. Il ne rejoint pas. Il va quitter l'Algérie fin 1956. Et à partir de la fin de 1956, on n'en entend plus parler jusqu'à la proclamation de la constitution du GPRA qui date de 1958. Mais dans son témoignage à lui, il dit clairement qu'en 1956, il a été contacté par Abben et Oulhaj. Il a été contacté. Alors, on lui demande son avis sur beaucoup de choses. Et c'est dans son témoignage, hein? On peut même le diffuser. Il dit qu'on m'a donné le feu vert pour contacter aussi bien les Algériens que les Français. Chose faite par Farhat Abbas. Le journaliste français, c'est un enregistrement qui date de 1979. Il lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Farhat Abbas qui avait répondu, tout le monde me donnait raison des deux côtés, c'est-à-dire à partir de 1956, mais personne ne m'avait suivi. Tout le monde me donnait raison, mais personne ne m'avait suivi. Mais Farhat Abbas, d'après son témoignage à lui, il avait des contacts permanents avec Abben Hamdan. Et d'ailleurs, je pense, dans un des témoignages que j'ai eu par la suite, je pense que c'est peut-être parmi les derniers à avoir parlé à Abben Hamdan avant qu'il ne rejoigne le Maroc, là où il a été exécuté. Alors, nous sommes donc en 1962, pour revenir à Abbas, mais pour nous, Abbas, c'est une autre vision de l'Algérie, progressiste, démocratique, républicaine, etc. De l'autre côté, il y a bien sûr les putschistes, c'est-à-dire le fait accompli, la force, le militarisme et l'État centralisé, donc l'État contre la société en fait. Comment
tu expliques à titre intellectuel maintenant, comment tu expliques cette dualité qui allait conduire l'Algérie à une guerre civile atroce? Oui. Alors, le problème, toujours, l'énigme d'Abbas, Farhat Abbas, il peut expliquer une chose intéressante, sur laquelle nous avons déjà parlé la dernière fois et qui revient par ce biais. C'est que si Abbas a rejoint le groupe des putschistes, qui sont essentiellement les deux commanditaires, Boumediene en premier, c'est le maître du jeu, et Ben Bella comme la marotte que Boumediene agite. Il agite contre les autres en disant moi aussi j'ai mon prisonnier légitime, parce qu'il fait partie des 5. Abbas, s'il a marché du côté des putschistes, c'est vraiment un paradoxe, il faut que les gens le sentent. Oui. Abbas n'est pas un homme naïf. Oui. C'est un homme qui traîne derrière lui 40 années de vie politique. Si ce n'est pas plus. C'est ça. Très bien, il a fait aller dans l'institution à l'époque. Abbas a dû comprendre l'engagement des Français vis-à-vis de Ben Bella et de Boumediene. Ah. C'est un homme très averti. S'il est allé vers eux, c'est qu'il savait que la balance allait pencher vers eux et que sa fameuse phrase, elle est très significative. Non à la congolisation. Les Français, qu'est-ce qu'ils craignaient? Comme les Égyptiens, et c'est là où il y a connivence entre les deux. Les Français et les Égyptiens, effectivement. Ils craignaient une autonomisation du processus algérien. Parce que la congolisation, c'était une image qui frappait qui? C'était une image qui frappait l'opinion internationale et en particulier européenne. Pas les Algériens, ils ne savent pas ce que c'était. Ils ne savent pas ce que c'est le Congo à l'époque. Congo Belafroche. On connaissait la Tunisie, l'Égypte et le Maroc. Congo Radawi, l'Australie. Donc, ils ne connaissaient pas aussi l'Australie. Ils ne connaissaient pas l'Australie à l'époque, c'est vrai. Il n'y avait pas de langue. D'accord. C'est juste pour détendre. Oui. Donc, quand il dit ça, non à la congolisation, il le dit, et c'est important de dater la déclaration d'Abbas, non à la congolisation. Quand il le dit pour dire aux Français, vous pouvez être tranquille avec ce groupe. Il n'y aura pas de poursuite du processus révolutionnaire, il n'y aura pas de poursuite de turbulence de type élitaire. Nous revenons à notre point de départ. Les Français, qu'est-ce qui les intéressait à l'époque? Ce qui les intéressait, c'est qu'un État algérien se mette en place. Cet État algérien qui se met en place, ce qui les intéresse en plus, c'est d'avoir quelqu'un sur qui ils pouvaient compter. Or, ils avaient ce quelqu'un. Nous en avons parlé, bien sûr. Ils avaient ce quelqu'un. L'ancien sergent. Sergent-chef. Sergent-chef. Montecassino. Il faut le faire. Hein. Donc, ils avaient des garanties. Ils avaient les garanties parce qu'ils savaient qu'il y a eu une démarche qui a été faite, ils l'ont apprise, mais ils ont été ensuite établis dans la certitude que c'était bien un certain Bouteflika, avec, paraît-il, un passeport marocain qui serait allé le voir, etc. Quand on dit passeport marocain, nous sommes au temps, non pas de Mohamed V, mais nous sommes au temps de Hassan II. Hassan II ne bouge pas sans avertir les Français. لم يتحرك إلا بأمر منهم. كيف قال يحيى ويعلم وين. Donc, les Français. D'ailleurs, et paradoxalement, bon, c'est juste entre parenthèses. Paradoxalement, on dit que feu Hassan II, avant sa mort, il avait même demandé en amitié, en aparté aussi, à Chirac de faire attention à Mohamed VI. Oui. Attention, prenez-le en charge, parrainez-le, et n'oubliez pas, c'est ce qu'on dit dans des sources même marocaines. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il y a cet aspect assez important. Mais est-ce que tu ne penserais pas, excuse-moi, est-ce que tu ne penserais pas que quelqu'un comme Abbas, avec sa sagesse, sa vision, sa façon de faire
la politique et non la politique, comme il le dit clairement. Exactement. Est-ce que tu ne penses pas que c'était une stratégie également à son niveau de dépasser les deux groupes et de dire voilà la sagesse, où est-ce qu'elle est? Nous ne sommes ni avec cette formule de prise de pouvoir, parce que c'est ce qui justifie par la suite Oui. sa présidence de l'Assemblée Oui. et sa démission. C'est ça la logique. Voilà. La logique, c'est que lui, il voyait dans ce groupe la capacité, la possibilité de mettre en place un État. Qui peut mettre en place un État en 62? Il faut une force militaire. La seule force militaire qui était surarmée, bien encadrée, disciplinée, c'était l'ANP. Ce n'était pas l'ALN. L'ALN restait dans la turbulence. L'ALN, c'est Amé Saleh, c'est Youssef Khatib, c'est etc. Or, cela... Mais ces gens-là n'étaient même pas informés. Quelqu'un comme Saout al-Arab, Amé Saleh Boubnid, quelqu'un comme Dr Al-Khatib, en réalité, ils n'étaient même pas informés de ce qui se passait depuis même, avant même les accords d'Évian. Et même le cessez-le-feu, ils l'ont entendu à la radio, sur une chaîne de radio française. Les négociations, ils n'étaient même pas informés. C'est-à-dire qu'il y avait en réalité deux Algéries. Une Algérie qui négociait, qui préparait le pouvoir, la prise de pouvoir, etc. Une Algérie sur le terrain qui combattait, qui continuait à croire en l'arme, en le combat, en le... Bien sûr, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Donc c'est ça la logique. La logique, c'est que quand Abbas penche, et c'est peut-être ça l'explication, quand Abbas penche vers le pôle des putschistes, c'est parce qu'il a la conviction que ces putschistes, d'abord, ont l'aval de l'ancienne autorité coloniale, donc il a la possibilité de mener une politique de coopération. Il voit loin, il ne voit pas, c'est pas le bout de son nez. Deux, il ne faut pas... C'est ce qui s'est passé en réalité. C'est ce qui s'est passé. C'est de la réelle politique. C'est pas quelqu'un qui fait dans la fabulation. Il voit dans la réelle politique. Qu'est-ce qui peut servir l'Algérie? Y compris en passant par des compromis. Or, qu'est-ce qui peut installer un pouvoir? Le pouvoir ne pouvait être installé qu'à partir d'une structure stable. La structure stable qui existait, c'était l'ANP, et non pas l'ALN. L'ALN, le gros problème des gens, beaucoup de militants, beaucoup de... Et pourquoi tu dis l'ANP et non pas l'ALN? Est-ce qu'à cette époque-là, c'est l'Akhdar, il y avait déjà ce bicéphalisme, c'est-à-dire... Bien sûr. Les gens disent que l'ANP est la continuation, c'est-à-dire de l'ALN, c'est-à-dire qu'une fois l'ANP est né, il n'y avait plus d'ALN. Ça, c'est la formule de la fraternisation entre les deux. Mais en réalité, dans ta tête à toi, il continue à avoir... Dans ma tête à moi, dans ma manière d'analyser, l'ALN est dans le pôle élitaire, l'ANP elle est dans le pôle encadrement. Le projet de l'ANP, c'est encadrer, créer des encadrements structurés, organisés, disciplinés. Le pôle de l'ALN, c'était, nous avons fait la révolution politique, il faut maintenant la révolution qui continue la révolution politique, c'est-à-dire la révolution sociale. Il faut rendre au peuple ses biens. C'est comme ça que ça se posait. Et c'est précisément, et j'avais parlé tout à l'heure du problème autogestionnaire. Comment est venue l'autogestion? Comment est venue cette idée de l'autogestion? Elle n'est pas venue par le GPRA. Elle n'est pas venue par les putschistes de l'ANP. Elle est venue... Ou comme le prétend Bebella. Encore moins. Oui. De toute façon, ils ne savaient pas ce que c'était. Philosophiquement. Parlant, ils ne savaient pas ce que c'est un système autogestionnaire. Nous ne le connaissons pas. Même l'Europe ne le connaissait pas. Il n'y avait aucune étude sur le système autogestionnaire parce que c'était un système circonscrit à la seule Yougoslavie. C'est les Yougoslaves qui l'ont créé. Or, beaucoup de gens savent que beaucoup de cinéastes yougoslaves sont venus dans les maquis. Beaucoup de maquisards sont allés en Yougoslavie, soit pour des soins, soit pour... Il y a eu un phénomène d'osmose, un phénomène, je pense à quelqu'un, Allah yarhamou, il est mort il n'y a pas très longtemps, il est mort dans une situation assez dramatique qui s'appelle Boubacar Adjali. Adjali, oui, bien sûr. Qui était un grand cinéaste, c'était pratiquement avant... Oui, effectivement.
C'est l'un des fondateurs de... C'est l'un des fondateurs du cinéma algérien. Mais c'est un baroudeur. Mais c'était lui qui venait avec les équipes yougoslaves dans les maquis algériens. Malheureusement, il n'a pas laissé ses mémoires. Je crois qu'il y a un livre qui a été écrit, je ne sais pas si c'est ses mémoires ou si c'est quelqu'un qui a écrit après. Voilà par exemple un truc à approfondir, une piste à approfondir. Donc, le problème, il y avait deux sources essentielles d'organisation de la mémoire visuelle et auditive cinématographique de la révolution algérienne. Il y avait la source française avec Vautier, oui. Il faut lui rendre un hommage, et la source yougoslave. C'était les deux grands producteurs des films concernant précisément la guerre de libération nationale. Et c'est à ce moment-là qu'arrive cette idée d'autogestion. C'est quoi l'autogestion? C'est la prise en main directe de la propriété collective par les travailleurs. Alors ces travailleurs-là, les Yougoslaves ne distinguent pas entre le travailleur de l'entreprise, qui est l'ouvrier, et le travailleur agricole. Tous sont des travailleurs. Et cette idée-là, donc, elle existe dans un certain nombre de maquis, elle existe dans la Wilaya 1, puisque Nasr Boudiaf m'en a, celui qui a écrit avec moi les ouvrages, m'en a parlé, on m'a dit, on avait entendu parler de ce système autogestionnaire qu'il fallait plus ou moins adopter au lendemain de l'indépendance pour rendre au peuple. Parce que la guerre de libération nationale, beaucoup de gens disent elle a démarré sur Maroc. C'est complètement faux. Elle a démarré aussi sur les cas concrets des problèmes des gens, sur les expropriations qu'ils ont subies, sur le sentiment patriotique. Qu'est-ce que ça veut dire un sentiment patriotique? C'est l'attachement au sol, à la patrie. Mais éventuellement, l'idée d'Allahu Akbar, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur moral, psychologique, religieux, conviction. Bien sûr, contre le kafir, contre son imaginaire. Bien sûr. Mais ce n'était pas le programme de la libération. Le programme de la libération, d'ailleurs, c'est sorti très vite. La terre à ceux qui la travaillent. La terre à ceux qui la travaillent. Donc, les biens reviennent au peuple, les biens du peuple. Un seul héros, le peuple. Donc, un certain nombre de choses qui, dans la confusion de l'époque, dans la superficialité, laissaient voir que le mouvement élitaire était toujours là. Mais comment tu expliques l'autre phénomène qui m'interpelle moi personnellement et qui m'intéresse sur le plan de la recherche universitaire, intellectuelle? Comment tu expliques que tout un peuple, toute une société, une élite, un encadrement, des maquisards, des moudjahidines, etc., qui, du jour au lendemain, sont passés d'une guerre atroce contre une colonisation des plus atroces que l'humanité ait connue ces 3 derniers siècles, ils sont passés d'une guerre contre une colonisation à une sorte d'autre guerre civile, fratricide, inter-algérien, intra-Algérie. Comment tu expliques ce passage? Ça n'a pas duré trop longtemps, c'était le lendemain. Oui, ça n'a pas duré. Aujourd'hui, je suis contre la colonisation, le lendemain, je suis en guerre civile contre mes propres frères. Deux têtes, des gouvernements, deux thèses. C'est quoi ce... Je crois qu'il faut modérer un petit peu. Il ne s'agit pas d'une guerre civile parce qu'il n'y avait pas d'affrontement au sein du peuple. C'est une guerre de clans à l'intérieur des pouvoirs. C'est le clan Nadroma, Oujda, Tlemcen contre le clan Tizi Ouzou. Mais il y a eu des Algériens qui sont morts. Les Algériens qui sont morts sont des Algériens. On ne sait pas encore. Là, par exemple, nous avons besoin de l'ouverture des archives. On ne sait pas s'il y a eu véritablement une confrontation entre l'ANP et l'ALN. Pourquoi? Parce que quand les gens... Très souvent, le peuple s'est interposé. Par exemple, j'ai donné le cas de Ain Bera, où les gens ont dit à Tarsberi, puisque tu arrêtes les gens ici chez nous, tu vas faire manger ta troupe à l'extérieur. Kharajou, Bled, il est allé à Strata, etc. Et les gens disaient, peut-être que il ne faut pas que l'ANP
il ne faut pas que l'armée organisée des frontières agresse les maquisards.